je dois parler de l'agriculture productiviste vue par le mouvement écologiste. C'est des termes finalement assez péjoratifs, productivistes, écologistes. Mais, dans une certaine mesure, ils traduisent les difficultés de dialogue entre la société et le monde agricole. Vous connaissez les progrès de l'agriculture. En 1946, à la sortie de la guerre, les blés faisaient 16 quintaux hectares. Aujourd'hui, ils passent les 70. Pourtant, dès 68, dès 78, des gens comme Mansholt, Jacques Pauly, directeur de l'INRA, feront des critiques à ce modèle qui recherche de plus en plus de productivité. La biodiversité régresse. Bon, la biodiversité, vous savez ce que c'est différents milieux, différents écosystèmes, la forêt, la prairie, les taillis sous-futés, les dunes. C'est aussi les espèces, la pâquerette, la violette, la prime vert. C'est aussi les variétés, la golden, la clochard pour les pommes. En 2005, Chirac a lancé la grande conférence Biodiversité, Sciences et Gouvernance. Les politiques et les scientifiques se sont alliés pour dire qu'il y avait une perte dramatique de la biodiversité. Mort lente des récifs, vous en entendez toujours parler. Effondrement des grands mammifères, tous ceux qui ont disparu, le bison, le roc, tout ce que vous voulez, même l'ours. Mais aussi, effectivement, effondrement de la pêche dans le nord Atlantique. Autrefois, on pêchait des morues de 1 mètre, maintenant elles font 25 cm. Elles ont du mal à se reproduire. La baisse de la biodiversité, elle est surtout en mer, finalement, mais elle est aussi en agriculture. En 2011, le Muséum et la LPO suivaient les animaux, non pas les animaux, les oiseaux communs. Et ils ont constaté en 10 ans une baisse de 27% de tous les oiseaux communs liés au paysage agricole. Je prendrai l'exemple de l'outarde canepetière. Bon, ça, c'est l'outarde canepetière que tout le monde connaît ici, ou a connue, au XIXe siècle. Vous voyez, elle est en Poitou, elle est beaucoup dans le bassin parisien jusqu'en Champagne, et puis aussi dans le sud. Ça, c'est XIXe siècle. Ça, c'est 2008. Son réseau relictuel d'outarde canepetière migratrice, grosso modo, c'est autour du Poitou-Charentes, avec quand même une population non migrante très fortement installée dans l'accro. Mais vous voyez, la régression, si vous comparez avec ça, c'est quand même extraordinaire. Si vous regardez le nombre de mâles chanteurs, en 1978, il y en avait près de 7000. En 2008, il y en a 250. En 2015, il y en avait 300. Pourquoi 300 ? Parce qu'il y a eu des mesures agro-environnementales qui ont permis un peu de rétablir la situation. Mais on est quand même loin. Alors pourquoi ? Je n'ai pas le temps de le développer. Pour l'essentiel, contrairement aux idées reçues, c'est en partie le désherbage. Pourquoi le désherbage ? Parce que le désherbage, s'il fait un sol nu sous le maïs ou sous le blé, il ne reste pas de plantes. S'il ne reste pas de plantes, il ne reste pas d'insectes. Donc pas de source de protéines pour l'outarde canepetière. Puis de luzerne. Puis de luzerne qui sont une source de protéines par les feuilles, mais aussi une source un couvert, etc. Et aujourd'hui, il y a moins de luzerne et pour un certain nombre de raisons agronomiquement tout à fait défendables, elles sont exploitées plus tôt, donc les nichées sont détruites. Donc la biodiversité régresse. Tout à l'heure, vous avez vu des belles photos avec des coquelicots et des bleuets.
Des coquelicots, vous en voyez régulièrement, peut-être tous les jours. Des bleuets, de moins en moins. Il faut savoir que le bleuet, la nigelle, le pied d'alouette, tout un tas d'espèces, l'adonis, sont quasiment disparus du Poitou-Charentes. Le modèle agricole dominant, qu'on appelle productiviste, mais en fait, il y a plusieurs formes. Et si j'écoutais Jean-Claude Tirel, qui fut directeur à l'INRA, la tendance historique, ce n'est pas l'augmentation de rendement, c'est l'augmentation de production par l'unité de travailleurs. L'augmentation de production par unité de travailleurs. D'autre part, vous constatez tous, et ça a été évoqué, il y a une diminution des assolements, une diminution, un raccourcissement des rotations. Elles sont très simplifiées. Il y a une spécialisation des exploitations et une spécialisation des régions. Si vous mettez tous les cerisiers dans le Vaucluse, on peut se demander s'il ne va pas un jour avoir des problèmes, avec ou sans diméthoate. Et lorsque vous regardez un champ de blé bien désherbé et une prairie de longue durée, vous savez très bien que ce n'est pas du tout la même chose en termes de biodiversité. Souvent, j'ai entendu dire, et j'ai entendu presque dire ça tout à l'heure, il nous faut nourrir le monde. Je dirais, au risque de vous choquer, j'en ai rien à faire de nourrir le monde. Il faut que le monde se nourrisse. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il faut que chaque pays, et ça je peux en parler d'expérience professionnelle, puisse avoir un minimum d'autonomie alimentaire. Il y a les fermes de villes vaches. En soi, avoir 1000 vaches ou 30 vaches, c'est techniquement pas forcément tellement différent, mais effectivement, en termes de relation au milieu, au voisinage, avec les termes d'épandage, il y a de vrais problèmes. Souvent, il y a des slogans. Je vais au salon de l'agriculture, voir une grande école, on m'explique qu'il faut faire les ports près des ports. Par rapport à ce domaine dominant qui nous a permis de nous nourrir, qui nous permet de nous nourrir, d'exporter en partie, on est devenu un système quand même de plus en plus dépendant. On dépend du tourteau de soja. Bon, avec la PAC, l'irrigation s'est développée jusqu'à aboutir en Poitou-Charentes 2000 km de rivières à sec, c'est-à-dire sans aucun écoulement. Bon, vous voyez quand même qu'il y a une tendance à la baisse de l'irrigation, à quelque chose de plus raisonnable. Mais on en est encore loin. Je plaide et j'ai convaincu que le dialogue aujourd'hui entre les écologistes et les agriculteurs, les professionnels autour d'Ecophyto est quand même positif, on arrive à causer. Mais il n'empêche qu'il y a une augmentation de l'usage des pesticides en France. Alors ça pose question, d'autant plus que tout à l'heure on nous a expliqué quand même que le programme DEFI mettait en évidence qu'il y avait des gens qui utilisaient moins de pesticides que la moyenne régionale, nettement moins, 20 ou 20%, disons, de moins, et qui avaient des performances économiques tout à fait intéressantes. Alternative. On a parlé du bio tout à l'heure. Et curieusement, je partage l'avis de celui qui a parlé du bio en disant que ce n'était pas une panacée. Le bio, c'est un bon système, il a un marché, il se porte bien, donc il n'y a pas de raison de le supprimer. Mais quand il aura fait 10% des surfaces en France, c'est quand même déjà pas mal. Donc moi, ce qui m'intéresse en vieil agronome, les 10%, ils travaillent bien, ils se débrouillent bien, c'est quand même les 90% autres. 90% autres qui résonnent. Ce n'est pas parce qu'ils résonnent qu'ils sont raisonnables. Tout à l'heure, on a parlé d'agriculture raisonnée. Je préférerais une agriculture raisonnable. Ici, à Saint-Laurent-de-Laprée, à Lusignan, au Magnereau, Jean-Marc Ménard, entre autres, a mis en place des comparaisons de différents systèmes de production de lait de chèvre, de lait de vache, de bovin et puis de poulet. Et il montre qu'on peut vivre avec des systèmes différents. À l'évidence, si on veut s'adapter aux conditions personnelles, aux conditions géographiques et préparer l'avenir, il faut avoir toujours plusieurs systèmes qui fonctionnent sur le même territoire.
Et si vous voulez, ma conviction à moi, c'est qu'il ne faut pas plus de pesticides, il faut moins de pesticides. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, mais il faut allier à la fois la génétique et la chimie si on veut réussir en agriculture. L'agriculture reste quand même quelque chose d'important, mais pas n'importe comment. Des pistes, si on veut sauver la biodiversité, il faut des haies, il faut des prairies, il faut des bandes enherbées, ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de concilier production, revenus de l'agriculteur et écologie? Ma réponse est claire, non. Non, si chacun veut faire le maximum. Le maximum de rendement, ce n'est pas le maximum de revenus pour l'agriculteur. Le maximum de rendement, ce n'est pas le maximum de biodiversité. Donc il faut qu'on arrive à concilier, c'est de l'aménagement du territoire presque à la limite, ces trois éléments-là. S'il y en a un qui veut dominer, on n'aura pas de solution. Donc vous êtes le négoce, vous êtes des témoins, c'est-à-dire vous voyez des gens qui ont des systèmes différents. Vous êtes un poste d'observation, vous pouvez comparer et voir les systèmes. Vous êtes des conseilleurs, vous êtes des vendeurs, des acheteurs. À la limite, c'est à vous à réfléchir, moi je n'ai pas de solution à vous donner, si ce n'est que. Mais ça, c'est mon passé qui me le fait dire. Il faut quand même regarder au choix des variétés en fonction du type d'agriculture que vous avez, le choix des races. C'est extrêmement important et c'est un aspect qui a été négligé, y compris avec le phyto. Donc le choix des variétés, c'est pas parce qu'une variété est moderne qu'elle est bonne, mais c'est pas non plus parce qu'elle est ancienne qu'elle est bonne. Ça dépend de l'objectif, ça dépend de ses caractéristiques. Je pense qu'il faut que vous soyez très vigilants sur ces problèmes d'intrants et le cas échéant, vous êtes capable de faire des synthèses sur votre territoire pour voir ce qui va bien et ce qui n'est pas bien, pour essayer de concilier quand même le problème de la production, le problème du revenu de l'agriculteur et le problème de la biodiversité. Et sincèrement, si on a des haies, des prairies, des bandes enherbées, si on laisse la nature, elle fera le reste et on aura encore de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous Pierre-Guy, merci.